Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je suis accompagné de Clément. Donc merci Salut, Clément merci à toi d'être dans cette vidéo. Donc Clément, je pense que vous le connaissez maintenant, j'avais déjà fait une vidéo avec lui sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines où on parlait justement de montres, de ton parcours aussi, un petit peu discuter de différentes marques de montres, d'investissement sans trop rentrer dans les détails. Et je sais que l'investissement montre, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va vraiment traiter du sujet, donc comment investir dans les montres en tant que débutant. Donc moi, ça c'est vraiment la première question que j'ai pour toi, c'est comment investir dans les montres en tant que débutant. De manière générale, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est débutant et qui veut commencer à investir dans les montres. Donc dans le but ici vraiment, pas de gagner de l'argent avec sa montre, mais de mettre de l'argent dans une montre qui va prendre de la valeur, quoi. La première chose que je pourrais dire, mais déjà, c'est si on n'y connaît pas grand-chose ou si on n'aime pas les montres, ça sert à rien de s'acheter une montre. Mais après, pour ceux qui sont passionnés et pour ceux qui aiment bien l'horlogerie, après oui, mais il y a certaines marques de certaines manufactures qui vont prendre plus de valeur que d'autres. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est dans un premier temps, c'est de définir son budget. Car c'est vraiment en fonction du budget qu'on va savoir sur quelle montre on va pouvoir aller. Si on a un budget de 1000 €, mais ça ne va pas du tout être la même marque, le même modèle, mais pour une montre entre 3000 et 5000. C'est ça, ouais, ok. Mais déjà, je dirais le budget, ensuite ça va être la prestance de la marque, enfin le prestige de la marque. Plus la marque est connue, mieux ce sera. Ouais. Et aussi, mais il faut regarder ce qui se fait sur le marché parallèle. Est-ce qu'il y a beaucoup de modèles? Est-ce qu'il y en a moins? Et généralement, plus il y a de modèles, plus ça veut dire qu'il y a un début de marché. Après, c'est aussi contradictoire, mais des fois, il y a des montres très rares, très précises, mais qui ne coûtent pas forcément très cher. Ok. Et dès qu'elles arrivent sur le marché, mais elles partent très vite. Mais c'est vrai, c'est ces deux points-là. Ok. C'est le budget, la marque et après le modèle. Ok, c'est ça. Ensuite, moi, la question que j'avais, c'était comment dénicher les bonnes montres en termes d'investissement. Je sais parfois qu'il y en a qui me disent, en termes d'investissement, ce qui est top, c'est justement de flairer le moment où il y a une montre qui va sortir de production. Tu investis dessus juste avant qu'elle sorte de production, comme ça tu fais directement une belle plus-value dessus. Du coup, toi, ce serait quoi, je veux dire, vraiment les critères pour dénicher une montre où tu vas un petit peu spéculer dessus, tu vas te dire, après, tu vois, son prix va monter, quoi. Ouais. Après, ce que tu as dit est vrai parce que généralement les modèles qui sont arrêtés, enfin qui sont en fin de production, on sait plus ou moins lesquels ils sont. Mais par exemple, l'année dernière, mais c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que l'Explorer de chez Rolex était au catalogue. Ouais. Et du coup, j'avais émis sur le fait que le futur modèle allait être une Explorer et ça n'a pas loupé. Donc Rolex a bien renouvelé son Explorer, mais c'est vrai qu'aussi il faut se fier en fait aux dates de commercialisation des modèles, aux dates aussi de production, aussi de temps en temps aussi aux numéros de série mais c'est souvent dans les numéros de série qu'on va pouvoir déchiffrer aussi. Ah ouais. Ouais. Okay. Mais c'est quand même assez technique. C'est ça, ouais. Ah, je savais pas du tout ça. Ok. Et maintenant, par exemple, tu me diras ce que tu en penses. Je vais prendre le cas de la Skydweller, par exemple, chez Rolex. C'est vrai que c'est pas la montre la plus recherchée dans le sens où c'est pas autant recherché qu'une Submariner par exemple. Ah, mais c'est quand même très recherché. C'est plus recherché maintenant qu'avant, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, je prends l'exemple de la Skydweller par exemple il y a 3-4 ans où c'était moins recherché qu'aujourd'hui. Et du coup, il y a des gens qui vont se dire, vu qu'elle est moins recherchée mais qu'elle a quand même de la gueule, je vais investir dessus en spéculant, en me disant peut-être que dans quelques années, tu vois, ça va être beaucoup plus recherché. Du coup, toi, t'en penses quoi de spéculer un petit peu sur des montres qui actuellement ne se vendent pas autant et sont pas autant recherchées par exemple qu'une Submariner, mais de se dire voilà, je vais mettre de l'argent dessus en me disant peut-être que dans quelques années ça va monter comme la Skydweller comme tu dis aujourd'hui qui est beaucoup plus recherchée qu'il y a quelques années, quoi. C'est comme même avant le Covid, un exemple, mais c'est les Daytona Platine. Ouais. Les Daytona Platine, tu rentrais en boutique, tu en avais une. Et même, me souviens encore, c'était pendant la première vague, justement, j'étais allé dans une boutique qui en avait une, de disponible maintenant, tout de suite, mais maintenant une Daytona Platine, il y a tellement eu un engouement d'un coup que pour avoir une Daytona Platine, il y a une liste, il y a des mois d'attente, même voire des années d'attente, et c'est devenu très compliqué. Comment expliquer cet engouement? Je ne sais pas trop. Peut-être que Rolex a réduit sa production, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que d'un coup ce modèle a pris, comme la Skydweller aussi un peu. Et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Maintenant, petite question pour les débutants, il y en a beaucoup qui me disent j'aimerais bien acheter une montre, mais j'ai été en une Rolex par exemple, je suis dans une boutique Rolex, mais bon, on m'a vite recalé parce que c'était pas possible. Du coup, toi, est-ce que tu as des astuces pour justement pouvoir, en tant que total débutant, pouvoir te mettre sur des listes d'attente, etc. chez Rolex et pouvoir avoir l'occasion d'acheter une montre directement chez eux.
Parce que toi, il me semble que tu m'as dit que tu avais acheté ta Submariner, tu étais rentré dans une boutique en tant que débutant et tu l'as eu 5 mois après, je pense. 3 mois. 3 mois après. 3 mois. Donc c'est quand même pas mal. Du coup, est-ce que tu as des astuces pour, à ce niveau-là, quoi? Bah, c'est vrai qu'au moment où je l'ai acheté, il n'y avait pas autant d'engouement que maintenant. Tu l'as acheté quand, toi, en fait? Je l'ai acheté, je dirais, il y a 2 ans. Ok, ouais. Bon, quand même, c'était pas non plus. C'était il y a que 2 ans, ouais. C'est vrai, mais c'était compliqué, Ouais. mais c'était beaucoup moins compliqué que maintenant. Maintenant, mais c'est devenu très compliqué, même pour une Submariner sans date. Ouais. Ben, c'est vrai que pour ça, il n'y a pas tellement d'astuces. C'est soit on est déjà un très bon client, ou sinon, si on est vraiment bien, débutant et que la boutique ne nous connaît pas, c'est, j'ai envie de dire, je sais pas, mais mine de rien, mais être bien habillé, tout ça joue en fait, va jouer dans le feeling qu'on va avoir aussi avec son interlocuteur. Mais c'est vrai que si le détaillant voit qu'il a en face de lui une personne passionnée et qu'il est là vraiment pour la montre et non pour l'aspect investissement, bien sûr, dans la majorité des cas, il va plutôt mettre en avant cette personne-là que quelqu'un qui est juste là pour acheter sa montre et pour la revendre. Parce que c'est devenu un gros problème maintenant, mais c'est que les détaillants officiels ont peur, pas peur, mais n'osent plus donner leur modèle à certains clients parce qu'ils savent que derrière, ils vont les revendre. Ouais, c'est ça. D'office, ça c'est un gros problème. Et donc pour toi, ça c'est vraiment le critère numéro 1 si tu veux avoir justement la chance de pouvoir te mettre sur des listes dans des magasins Rolex ou chez des revendeurs officiels, c'est vraiment le feeling que tu vas avoir du coup avec le vendeur, quoi. Et donc c'est d'utiliser les bons mots, etc., de raconter une belle histoire par rapport à la montre que tu veux pour avoir plus de chances de pouvoir l'obtenir, quoi. Complètement, mais dans la grande majorité des cas, mais ça marche pas. On se comprend. Oui, mais il faut tomber sur la bonne personne, etc. Même malgré ça, mais ça reste compliqué. Même en s'entendant bien avec la personne. Ouais, d'office. Et maintenant, il y a des gens qui me demandent est-ce que je vais juste dans une boutique Rolex, ça marche pas, j'arrête, ou bien est-ce que toi tu conseillerais même d'en faire 10 et d'essayer dans les 10? Est-ce que tu as plus de chance ou les stocks dans une boutique sont les mêmes que dans une autre, quoi? En fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Rolex n'a pas de boutique à proprement parler, à part une qui est située à Genève. Ouais. C'est la seule boutique qui possède réellement. Après, ce sont des détaillants à qui, par exemple, Bucherer, Harige, Dubaï aussi, et plein d'autres indépendants qui peuvent justement vendre des montres Rolex. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces détaillants-là ne savent jamais réellement quelle montre ils vont recevoir. C'est ça. Il me semble que c'est une fois tous les 1 mois ou 2 mois, ils vont recevoir une quantité de montres, mais ils ne le savent pas à l'avance, ou du moins, je crois que c'est 72 heures ou 48 heures avant de recevoir la commande. Ils savent à peu près quel modèle ils vont avoir. Mais ce qui fait que, c'est pour ça qu'en fait, ils disent, on estime qu'il y a 5 ans d'attente pour cette montre, mais ce ne sont que des estimations. Si demain, par exemple, et pour une Daytona, le revendeur en reçoit 50, la liste, tout le monde va être servi. Mais ça dépend vraiment de Rolex Suisse qui envoie les modèles aux différents détaillants. C'est ça. C'est incroyable ça quand même, et c'est pour ça que parfois ils vont prendre tes coordonnées pour te mettre sur une montre, mais qu'ils ne peuvent pas te donner de délai, parce que ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans un an, quoi. C'est ça. Maintenant, la question que j'avais pour toi, c'est à partir de combien d'euros est-ce que tu peux investir dans une montre qui va prendre de la valeur, en fait? Parce que c'est vrai que l'idée reçue que je vois souvent dans ma communauté, etc., c'est je ne vais pas investir dans les montres parce que il faut déjà un certain billet, tu vois, il faut au moins mettre 10-15K dans une Rolex pour pouvoir avoir une montre qui prend la valeur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou bien est-ce qu'on peut investir avec finalement un billet très raisonnable dans les centaines d'euros, quoi? Oui, on peut investir avec un petit budget, et j'ai même envie de dire que les meilleures affaires sont sur les montres vintage abordables. Les anciennes Lip, les anciennes Seiko, les anciennes Omega. Tout ça, si on s'y connaît un peu, si on les achète au bon prix, que ça soit même lors d'une vente aux enchères ou même via mes différents marchands ou même via un particulier, mais tout simplement, mais qui ne s'y connaît pas forcément, on lui rachète sa montre, on la polie, on fait 2-3 changements, on la fait réviser même. Les meilleures affaires sont là. Après, c'est vrai qu'avec l'engouement qu'il y a eu énormément d'engouement sur les modèles modernes, que ce soit Rolex, Audemars, Patek Philippe. Mais avec un petit budget, oui, bien sûr, on peut investir en se faisant plaisir. Ok, et quand tu parles de petit budget, du coup, est-ce que tu peux donner des chiffres concrets, et par exemple des modèles de montres, et alors leur prix aussi pour que les gens puissent bien voir le truc, quoi? Là, en tête, j'ai par exemple les anciennes Omega Seamaster, où entre 1000 et 1500 euros, on peut avoir une pièce correcte. Et en fonction de l'évolution du marché, si on la chope, si on peut l'acheter à un prix moins élevé,
Donc, mais forcément, on pourra faire derrière une petite marge. Voilà, c'est ça. Et donc là, tu me parles de montres à 1000 euros. Est-ce qu'il y a moyen justement de faire ça aussi, mais avec des montres par exemple à 300 euros? Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. À 300 euros, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué du coup. Mais ouais. c'est tout à fait faisable. C'est faisable quand même, ouais. Donc, vraiment, quand on parle ici purement d'investissement, pas de plaisir, etc., vraiment purement d'investissement dans la montre, est-ce que c'est mieux d'investir dans de l'ancien ou dans du nouveau? Peu importe la marque, de manière générale, quoi. Ça, c'est très compliqué à dire. Je pense que ça dépend vraiment des marchés, de type et du type d'investissement que l'on veut. Mais c'est vrai que le moderne, si on l'a au prix boutique, serait plus intéressant qu'une montre vintage qui va plus prendre dans la durée. C'est ça, voilà. En gros. Ok. Et maintenant, si par exemple on compare vraiment le vintage et le nouveau, mais le nouveau avec le prix du marché gris, donc pas le prix boutique, le prix du marché gris. Selon toi, c'est dans lequel c'est mieux investir? Parce que si on prend des nouvelles montres au prix du marché gris, on va dire que là, c'est beaucoup plus spéculatif peut-être que des anciennes, quoi. Bien sûr. C'est plus risqué, quoi. C'est ça, mais c'est qu'en fait, c'est autour du marché du neuf, il y a toute une spéculation qui n'est pas forcément contrôlable mais qu'on a plus de mal à déchiffrer. Alors que le marché du vintage est quand même là depuis pas mal d'années. Bon, même si lui aussi a énormément augmenté avec le marché du neuf, enfin avec le marché gris. Mais pour moi, le meilleur marché, ça reste le marché du vintage. C'est ça, ok. Maintenant, petite question aussi, au niveau de la marque de montre, pour toi, quelle est la marque de montre numéro 1 qui est la meilleure en termes d'investissement? J'imagine qu'elles se valent toutes plus ou moins, elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Mais si toi, tu en avais vraiment une à choisir, par exemple, si tu devais mettre toutes tes économies dans une marque en termes d'investissement, ce serait laquelle que tu choisirais, quoi? Rolex, sans aucun doute, parce que déjà, la grande majorité des modèles professionnels sont compliqués à trouver. On peut voir même lorsqu'une Rolex en très bon état, vintage, passe lors d'une vente aux enchères, elle fait très souvent un record de vente. Donc tout ça, ça joue. Après, oui, bien sûr, il y a la Nautilus de chez Patek Philippe, il y a aussi la Quanaut. Oui, bien sûr, il y a la Royal Oak de chez Audemars Piguet. Mais là où il y a le plus de modèles, c'est sur Rolex. C'est ça, ok. Et puis au niveau des prix, on n'est pas. Enfin, bien sûr, il y a des prix exorbitants, mais je veux dire, c'est un peu plus accessible pour certains modèles. C'est ça, et c'est plus abordable. Et comme c'est plus abordable, il y a un plus gros marché. C'est ça, ok. Avec plus de modèles en circulation. Ok, nickel. Et maintenant, pour conclure sur cette vidéo aussi, moi je me demandais, donc la montre c'est un investissement, on va prendre les montres qui prennent de la valeur, donc qui de manière générale, voilà, on peut faire de la plus-value dessus, etc. Donc ça nous permet justement de sécuriser son argent dans une montre. Maintenant, à contrario, on va prendre par exemple la marque Rolex où tu dis qu'en termes d'investissement c'est top. Mais qu'est-ce que tu en penses justement du SAV Rolex qui est quand même pas mal décrié aussi? Parce qu'alors là, si on peut faire entrer une montre chez eux par exemple, qui logiquement doit prendre de la valeur, elle ressort de là, elle a perdu 40%, quoi, tu vois. Toi qui es dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu en penses de ces SAV, etc. qu'on parle? On peut voir pas mal de chaînes YouTube qui décrit tout ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Je pense que le SAV Rolex est très très bon et ils savent ce qu'ils font. Et s'ils font ça, enfin s'ils ont fait ça, mais c'était pour un but, c'était c'est que les montres Rolex, c'est avant tout un outil professionnel. Donc, mais par exemple, un plongeur de la Comex qui n'avait plus de matière luminescente sur ses aiguilles ou sur ses index, c'est normal que le SAV le change. Parce que du coup, pour lui qui est dans le fond de la mer, s'il n'a pas ça, j'ai envie de dire, il risque sa vie, tu vois. Et donc, mais c'est pour ça qu'on a vu certains modèles, oui, effectivement, où Rolex a dû changer des pièces, mais c'était purement parce que leurs montres sont faites pour des professionnels. Ok. Comme la Submariner, la Daytona, et même d'autres, la GMT, la Milgauss aussi. Ouais. Et j'en passe. Mais si ils ont changé des pièces, mais c'est pour une bonne raison. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Clément, merci pour cette vidéo. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire pour les personnes qui veulent se lancer justement dans l'investissement en montre. Ouais. Ce que je pourrais dire, c'est que investir purement tout son argent dans une montre sans même s'y connaître, c'est une très mauvaise idée. Il faut quand même être passionné avant, enfin, s'y connaître un minimum et aimer le produit, porter des montres. Enfin, toi, tu investis dans les montres, mais parce que tu aimes les belles montres, tu les portes et voilà quoi. Mais c'est un réel investissement plaisir. C'est ça, exactement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Voilà. Et j'ai envie de dire que c'est le plus important. C'est ça, exact. Voilà, écoute, encore une fois, merci à toi pour toutes ces bonnes informations à prendre pour ceux qui veulent se lancer justement dans l'investissement en montre.
J'espère que vous avez kiffé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Pourquoi pas, une fois quand je revois Clément, reprendre les questions les plus pertinentes. On se refait une petite vidéo pour vous faire un épisode 2 des investissements en montre pour les débutants. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à repartager la vidéo si jamais vous voulez la partager à des potes à vous. Je mettrai bien évidemment la chaîne YouTube de Clément dans la description et ton Instagram aussi pour ceux qui veulent aller le suivre. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.